Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire vraie de crime. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une affaire qui a secoué un quartier tranquille situé dans la banlieue de Spokane, dans l'État de Washington, au mois d'août 2023. L'histoire qui nous occupe porte sur la mort de James Collins, un homme de 35 ans dont la disparition a d'abord été considérée comme le résultat d'une simple crise cardiaque, avant qu'une découverte macabre ne bouleverse toutes les certitudes. Si vous appréciez ce récit, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines histoires. Peu après le décès de James, les funérailles ont eu lieu en présence de sa famille, de ses amis et de quelques voisins qui avaient connu ce couple apparemment sans histoire. James Collins, grand et mince, arborait habituellement une barbe soignée et des cheveux bruns coupés courts. Il exerçait le métier de développeur de logiciels et travaillait souvent depuis son domicile ou dans un grand bureau à ciel ouvert, comme cela se fait dans beaucoup d'entreprises high-tech américaines. Les témoins de sa vie quotidienne le décrivaient comme un mari aimant, assez réservé, passionné par la conception de programmes informatiques et la recherche de nouvelles solutions pour faciliter la vie des gens. Il ne semblait guère adepte des soirées agitées, préférant sans doute peaufiner le code de ses projets ou partager des moments de calme avec son épouse, Rebecca Collins. Rebecca, elle, avait 34 ans. Plus petite que son mari, elle était dotée de cheveux blonds, souvent tirés en un chignon discret, et de grands yeux bleus qui laissaient transparaître une certaine sensibilité. On la voyait régulièrement sortir pour faire son jogging matinal dans les rues arborées du lotissement, ou passer un moment dans des cafés à proximité pour travailler sur ses traductions. Elle exerçait en effet en tant que traductrice indépendante, un statut qui lui permettait de travailler depuis chez elle ou à l'extérieur, pourvu qu'elle ait son ordinateur portable. Ceux qui la côtoyaient se rappellent qu'elle faisait toujours preuve d'une courtoisie discrète, voire d'une timidité naturelle qui la rendait attachante. Néanmoins, ce portrait calme et posé allait bientôt voler en éclats lorsque des doutes commenceraient à planer sur ses actions. Le couple Collins habitait une maison moderne au fond d'une impasse résidentielle. La demeure, tout en briques claires, était entourée d'un petit jardin orné de fleurs colorées. Un garage spacieux jouxtait la bâtisse, abritant la voiture de James et divers objets accumulés au fil des années. Outils, cartons d'archives, décorations de Noël ou encore matériel de sport. Dans cette communauté de banlieue, tout le monde semblait se connaître de loin, bien que les échanges restassent parfois superficiels. On se saluait poliment le matin, on échangeait quelques banalités lors d'un barbecue de quartier, mais la plupart des familles vivaient repliées sur elles-mêmes. Pourtant, le décès soudain de James dans ce milieu, où rien ne semblait se produire de vraiment dramatique, suscita d'emblée un vif émoi. Il faut dire que James était considéré comme une personne appréciée. On le trouvait serviable, prêt à donner un coup de main pour régler un problème informatique ou pour déneiger l'entrée d'un voisin l'hiver venu. Il n'affichait jamais d'hostilité ou de tension particulière dans son quotidien. Son départ brutal, causé selon le rapport initial par une crise cardiaque, laissa la plupart des habitants perplexes, d'autant plus qu'il avait l'air en assez bonne santé et ne présentait pas de pathologie connue. Les médecins, lors de la première inspection, n'avaient rien décelé de particulièrement suspect. Pas de traces de lutte, pas de signes visibles d'empoisonnement. Seulement un arrêt cardiaque, certes précoce, mais pas impossible. Les proches, sous le choc, s'étaient regroupés autour de Rebecca pour la soutenir. Cette jeune veuve donnait l'impression d'être effondrée par la perte de son époux. Parmi les proches de James se trouvait Robert Collins, son frère aîné de 3 ans, qui avait fait le déplacement depuis l'autre bout du pays. Contrairement à James, Robert était plus trapu,
avec des cheveux châtain clair, vaguement bouclés, et un visage qui renvoyait l'image d'un homme pragmatique, posé, toujours à la recherche d'une explication rationnelle. Ils ne vivaient pas dans la même ville, mais se montraient soucieux de garder des liens familiaux solides. Ayant perdu leur père très tôt, Robert et James avaient appris à se serrer les coudes. Le premier avait souvent endossé un rôle protecteur vis-à-vis de son cadet. Aussi, en apprenant la mort subite de James, Robert se précipita pour soutenir Rebecca, mais aussi pour comprendre ce qui avait bien pu se passer. En voyant la douleur exprimée par la veuve, il n'eut d'abord aucune raison de douter de la version officielle. Tout dans l'attitude de Rebecca laissait supposer un chagrin authentique. Le jour des funérailles, une atmosphère pesante s'était abattue sur la communauté. Des collègues de James étaient venus déposer des gerbes de fleurs, tandis que des voisins compatissants apportaient ce petit plat à partager. Dans la chapelle où se tenait la cérémonie, chacun écoutait avec gravité les témoignages d'anciens camarades de promotion de James, qui racontaient son dynamisme et son intelligence, ou les anecdotes de ses collègues, mettant en avant son humour discret. Rebecca, vêtue de noir, paraissait à la fois bouleversée et légèrement absente, comme si la réalité l'accablait au point de lui faire perdre tout repère. Robert resta à ses côtés, répondant brièvement aux condoléances de ceux qui venaient la serrer dans leurs bras. Personne, à ce moment précis, n'aurait pu se douter que, seulement 2 heures plus tard, la découverte de certains papiers dans le garage allait inverser la perspective sur l'affaire. Lorsque la cérémonie prit fin, on procéda aux derniers adieux au cimetière. Le cercueil de James fut descendu en terre, suivi de la prière récitée par un officier religieux. Rebecca avait les larmes aux yeux, et beaucoup de ceux qui l'observaient se disaient qu'une telle souffrance ne pouvait être feinte. Robert, malgré son immense peine, prit l'initiative de ramener les fleurs et autres décorations funéraires chez James et Rebecca, dans l'optique de tout trier et de voir ce qui devait être conservé ou non. Il se rendit dans le garage pour entreposer les bouquets, ranger quelques cartons, et c'est là qu'il tomba sur une vieille caisse poussiéreuse, mal étiquetée, qui semblait avoir été délaissée depuis longtemps. Intrigué, il l'ouvrit, pensant y trouver de simples affaires de bureau ou d'anciennes factures sans importance. Au lieu de cela, il mit la main sur un lot de documents qui allaient semer le doute dans son esprit. Dans la boîte figurait une liasse de faux certificats médicaux portant le nom de James, indiquant qu'il souffrait d'une grave arythmie cardiaque et qu'il avait un besoin régulier de médicaments puissants. Or, Robert savait bien que son frère n'avait jamais évoqué le moindre problème cardiaque. Il se souvenait de James courant sur un tapis, soulevant des haltères, même si ce n'était pas un sportif de haut niveau. Rien qui ne suggérât un tel dossier médical. Des ordonnances signées d'un médecin inconnu prétendaient que James prenait depuis plusieurs mois un cocktail de médicaments spécifiques. Pire encore, certains documents comportaient des signatures censées être celles de James. Mais Robert, qui connaissait bien l'écriture de son frère, y remarqua immédiatement des anomalies flagrantes. L'encre, la graphie, la forme des lettres, tout semblait bien trop différent de ce qu'il avait l'habitude de voir. En y regardant de plus près, il eut l'impression que la plume était plutôt celle de Rebecca. Son esprit, encore engourdi par le deuil, peinait à associer ces incohérences à une quelconque intention criminelle. Mais au fond de lui, un pressentiment naquit. Quelque chose, dans la mort de James, n'était pas normal. En poursuivant ses fouilles dans la même caisse, Robert tomba sur d'autres pièces compromettantes. Des relevés bancaires indiquaient l'existence de transferts d'argent conséquents, émanant prétendument de comptes de James vers des comptes situés à l'étranger. Les sommes étaient importantes, et elles semblaient avoir été transférées sur des comptes dont Rebecca était la titulaire ou la bénéficiaire. À la lecture de ces documents, Robert sentit l'adrénaline parcourir son corps.
Comment ces transferts pouvaient-ils avoir lieu sans que James en parle à personne, et surtout sans que Robert n'en ait eu vent? D'autant plus qu'il savait que son frère, pourtant consciencieux dans la gestion de ses finances, n'aurait jamais envoyé ses économies à l'étranger de la sorte, surtout sans un projet clair. Rapidement, l'hypothèse d'une escroquerie commença à poindre. Peut-être James avait-il été manipulé, ou peut-être que... Mais non, Robert ne pouvait s'y résoudre. Les documents semblaient indiquer des signatures de James. Or, ceux-ci étaient visiblement contrefaits. Et alors, qui avait pu orchestrer une telle mise en scène? La première personne qui vint à l'esprit de Robert fut Rebecca. Il tenta immédiatement de repousser cette idée, car la jeune femme, en pleurs quelques heures plus tôt, ne ressemblait pas à une calculatrice cynique. Pourtant, tout le contexte le ramenait à elle. Il y avait son nom ou sa signature sur plusieurs de ses papiers, et il n'y avait personne d'autre qui eût autant d'opportunités de falsifier des documents personnels. Habiter avec James, avoir accès à son espace de travail, à ses mots de passe, à ses dossiers. Rebecca était la seule à pouvoir réaliser une telle opération en toute discrétion. Pendant un long moment, Robert resta là, dans le garage sombre, la caisse entre les mains, le souffle court. Les détails découverts commençaient à former un puzzle étrange. S'il y avait manipulation autour de la maladie cardiaque de James, qu'en était-il de sa mort jugée naturelle? Avait-il été empoisonné de façon à imiter une crise cardiaque? Les idées, plus sinistres les unes que les autres, se bousculaient dans la tête de Robert, tandis qu'au dehors, le soleil d'été continuait de briller sur le quartier a priori si paisible. La décision fut rapide. Robert contacta la police locale. Les agents, d'abord surpris, écoutèrent de son récit et envisagèrent la possibilité d'un faux usage de documents à caractère médical. La première étape consista à vérifier l'existence du médecin mentionné sur les ordonnances. Rapidement, ils se rendirent compte que l'identité et la signature de ce médecin étaient falsifiées, qu'il n'existait aucun dossier officiel prouvant que James avait été traité pour un problème cardiaque. Dans la foulée, des enquêteurs s'intéressèrent aux relevés bancaires. Il apparut qu'un ensemble de comptes offshore, créés dans des paradis fiscaux, portaient le nom de James, mais étaient contrôlés par une tierce personne, dont l'identité était masquée par une série de boîtes postales virtuelles. Les premiers éléments, obtenus grâce à la collaboration d'un agent spécialisé dans la cybercriminalité, révélèrent que l'adresse IP utilisée pour accéder à ces comptes était identique à celle du domicile conjugal, là où James et Rebecca vivaient. Très vite, la suspicion pesant sur Rebecca Collins gagna en intensité. Des détectives chevronnés prirent au Har l'affaire en main, menée par un officier principal, réputé pour son expérience des crimes financiers, et un enquêteur plus jeune, formé aux méthodes récentes d'analyse cybernétique. Les deux formaient un duo complémentaire, tandis que le premier avait derrière lui une longue carrière dans la police et montrait un tempérament patient. Le second manifestait une énergie débordante et une curiosité insatiable pour la moindre piste virtuelle. Ils s'installèrent dans le bureau impersonnel d'une petite agence de police locale, où des photos de la scène initiale de la découverte du corps de James avaient déjà été regroupées. On y voyait l'intérieur immaculé de la maison, la chambre à coucher où l'on prétendait que James était tombé, ainsi que les dosettes de médicaments retrouvées sur la table de nuit. Rien de tout cela ne semblait incongru au départ. N'importe qui, voyant des comprimés, pouvait conclure qu'il s'agissait d'un traitement banal. Mais à la lumière des récents soupçons, tout prenait une tournure différente. Si James n'avait pas d'antécédents cardiaques, à quoi servaient ces médicaments? Pour en avoir le cœur net, les enquêteurs décidèrent de rassembler un maximum de preuves médico-légales. Ils consultèrent la personne qui avait pratiqué l'autopsie initiale. Celle-ci expliqua que, la mort ayant été déclarée d'origine naturelle, elle ne s'était pas penchée sur des analyses toxicologiques poussées.
d'autant que rien n'indiquait de l'extérieur un acte criminel. Les enquêteurs demandèrent alors une exhumation du corps de James, une démarche exceptionnelle qui exigeait l'aval de la justice. Compte tenu des incohérences flagrantes autour de la supposée pathologie cardiaque et des finances, ils obtinrent l'autorisation. L'exhumation fut réalisée peu de temps après, puis on procéda à de nouveaux examens. Les médecins légistes purent analyser plus en profondeur les échantillons de tissu et de sang prélevés. C'est ainsi que fut détectée la présence de substances toxiques administrées à plus ou moins long terme, un poison qui, à faible dose répétée, finit par provoquer un arrêt cardiaque en mimant une insuffisance du myocarde. Le laboratoire de toxicologie mit en évidence ce produit rare, difficile à repérer si l'on ne cherche pas précisément sa trace. S'ensuivit l'interrogatoire de Rebecca. Au départ, on la convoqua en simple témoin, car il fallait déterminer si elle avait remarqué quoi que ce soit d'anormal chez James dans les semaines précédant sa mort. Elle se montra extrêmement prudente dans ses réponses, parfois confuses. Elle prétendit que James s'était plaint depuis quelque temps de maux de poitrine et de palpitations, et qu'il aurait consulté un médecin peu avant son décès. Les enquêteurs, connaissant déjà la vérité sur les faux documents, la laissèrent s'enfoncer dans cette version inventée. Lorsqu'ils lui demandèrent le nom du praticien qu'il avait consulté, elle donna un nom totalement inconnu, assorti d'une adresse inexistante. Le ton se durcit alors. Confrontée aux preuves, relevés bancaires, faux dossiers médicaux et premiers résultats toxicologiques, Rebecca se renferma dans le silence, réclamant la présence d'un avocat. Son comportement confirma au détective ce qu'il craignait. La veuve, prétendument éplorée, semblait avoir minutieusement préparé la mort de son mari. Au cours des jours qui suivirent, l'enquête se poursuivit. Les officiers prirent des dépositions auprès de nombreux témoins, des voisins, des collègues de James, une connaissance de Rebecca qui la voyait parfois pour discuter de travail, et même des amis de la famille qui connaissaient un peu la dynamique du couple. Plusieurs indiquèrent avoir remarqué au fil des mois quelques tensions dans le foyer Collins, notamment concernant l'argent. Une connaissance proche d'eux raconta à la police que James n'était pas toujours d'accord avec la façon dont Rebecca gérait le budget familial, car elle investissait, soi-disant, dans des placements en ligne quelque peu douteux. Cependant, James, par amour ou par lassitude, ne poussait jamais la confrontation. On apprit aussi que Rebecca était fascinée par les moyens de gagner de l'argent rapidement et qu'elle passait de longues heures sur son ordinateur à se renseigner sur des sites qui parlaient de crypto-monnaies et d'investissements internationaux. Personne ne s'était jamais douté que cela pourrait se transformer en un piège mortel pour James. Mais à présent, tout prenait sens. Le décès, les faux documents, l'argent détourné à l'étranger. Rebecca fut placée en garde à vue dans l'attente de son inculpation formelle, tandis que les enquêteurs poursuivaient la piste d'éventuels complices. Les investigations sur les comptes bancaires révélèrent que Rebecca avait patiemment monté un réseau de transferts à l'étranger, utilisant plusieurs identités fictives pour brouiller les pistes. Il semblait que l'opération avait commencé bien avant la mort de James et que, durant cette période, Rebecca falsifiait déjà des documents pour simuler des investissements, soi-disant au nom de son mari. Le but était sans doute de faire croire que James prenait des risques sur des marchés exotiques, peut-être pour justifier une potentielle disparition de fonds en cas de découvert. Cette combine s'intensifia lorsque Rebecca se procura du poison, dont l'origine restait à établir. Les enquêteurs suspectaient qu'elle l'avait acquis sur une plateforme illégale du dark web, en usurpant l'identité de James ou d'un tiers. Au fil des nouvelles trouvailles, le dossier à charge contre elle devint de plus en plus solide. La découverte de ce complot particulièrement élaboré mit en lumière la personnalité complexe de Rebecca.
En interrogeant certaines de ses connaissances, les enquêteurs entendirent parler d'une femme qui n'avait pas toujours été aussi réservée et timide. Plusieurs années auparavant, elle s'était rapprochée de groupes louches, des individus qui se vantaient de méthodes pour gagner de l'argent sans le moindre scrupule. Une personne se souvenait même que Rebecca avait déjà commis, par le passé, une fraude mineure, dissimulée et jamais poursuivie pénalement, par manque de preuves. Cette anecdote jeta un éclairage nouveau sur son caractère. Elle n'était pas la femme fragile qu'elle laissait paraître, mais quelqu'un capable de manipuler son entourage et de préparer de longue date une fraude de grande ampleur. Au cours de l'enquête, d'autres individus furent brièvement considérés comme suspects. Par exemple, la police s'interrogea sur l'éventualité qu'une tierce personne eût collaboré avec Rebecca pour l'obtention des faux documents médicaux ou l'ouverture de comptes bancaires. Certains voisins qui avaient un temps échangé avec le couple furent entendus afin de vérifier s'ils n'avaient pas eu connaissance de cet empoisonnement progressif. Un collègue de James, ayant accès à des informations en matière de cybersécurité, fut lui aussi interrogé sur la possibilité d'accéder à des systèmes médicaux. Mais très vite, aucune preuve concrète ne vint corroborer l'idée d'un réseau complice, si bien que tous ces individus furent écartés de la liste des suspects. L'attention se recentra sur Rebecca, qui semblait la seule à pouvoir bénéficier d'un mobile clair: l'argent. De plus, elle avait la connaissance suffisante des finances familiales et du quotidien de James pour mettre en place son plan sans éveiller de soupçons immédiats. Le frère de James, Robert, demeura un acteur clé dans le processus. En plus d'avoir découvert les faux documents, il apporta aux enquêteurs des informations sur la santé réelle de James, confirmant qu'il n'avait jamais souffert de problèmes cardiaques. Il transmit également certains courriels que son frère lui avait envoyés, où il mentionnait des projets d'avenir, des vacances prévues, l'éventualité d'un déménagement dans une plus grande maison. Tout cela ne collait pas avec l'hypothèse d'une maladie grave. Robert décrivit encore les efforts de James pour maintenir une certaine routine sportive et alimentaire saine. Les enquêteurs analysèrent ces éléments pour démontrer que la maladie invoquée par Rebecca n'était qu'une mise en scène. Sur le plan émotionnel, Robert se sentait à la fois rongé par la culpabilité, celle de n'avoir rien soupçonné plus tôt, et par la colère envers Rebecca, qui avait utilisé la confiance de James pour l'assassiner et en tirer profit. Les éléments cruciaux qui constituèrent le tournant décisif dans le dossier furent évidemment les résultats toxicologiques denses et précis. L'agent légiste, aidé par un laboratoire externe, démontra l'existence d'une molécule chimique peu courante, souvent utilisée dans certains pesticides, et qu'on ne détecte pas aux tests basiques si l'on ne s'y intéresse pas spécifiquement. Cette substance, administrée en petites doses, finit par affaiblir le cœur, entraînant une arythmie fatale qui ressemble à une crise cardiaque naturelle. Rebecca avait très probablement glissé régulièrement ce poison dans la nourriture ou la boisson de James. Les dates supposées des achats et des transferts d'argent convergeaient vers la même période. Elle accumulait de quoi justifier à l'avenir la disparition de James et la récupération de son capital. Le plan avait fonctionné jusqu'à ce que Robert découvre ses papiers, seulement 2 heures après l'enterrement. Cette révélation porta un coup fatal à la défense de Rebecca, laquelle s'appuyait essentiellement sur la thèse selon laquelle James lui-même, conscient de sa prétendue maladie, aurait souhaité protéger ses économies en les plaçant à l'étranger. Quand la police, aidée par un expert en documents manuscrits, prouva que la majorité des signatures et des notes contenues dans les dossiers étaient contrefaites, il ne resta plus guère de doute. L'expert montra comment Rebecca avait imité, parfois assez maladroitement, la signature de James en s'exerçant sur plusieurs feuilles de brouillon retrouvées dans leur salon. De plus, des échanges de courriels entre Rebecca et un pseudo-fournisseur de compléments alimentaires la mettaient en cause. Elle y posait des questions sur la meilleure manière de masquer le goût amer de certains produits,
sous-entendant clairement qu'elle prévoyait de les administrer à quelqu'un sans qu'il ne s'en rende compte. Peu à peu, la version officielle d'une mort naturelle s'effondra pour laisser place à l'inévitable. James avait bien été tué. Lorsque l'affaire fut suffisamment étayée, le procureur local déposa formellement des chefs d'inculpation pour homicide volontaire et fraude financière à l'encontre de Rebecca. Le procès s'annonça retentissant dans la région, tant le public était choqué par la tournure de cette histoire. La presse locale commença à relayer le destin tragique de James, soulignant combien son épouse, en apparence si frêle, avait réussi à tromper son entourage et les autorités médicales initiales. Les habitants du quartier se disaient terrifiés à l'idée qu'un tel crime eût pu être ourdi derrière les façades bien entretenues de leur maison, dans un décor si familier et ordinaire. Le tribunal, situé non loin du centre-ville de Spokane, devint le théâtre d'audiences intenses. Le procureur, accompagné d'une équipe d'assistants juridiques et de spécialistes financiers, s'attacha à démontrer la préméditation minutieuse du crime. Les avocats de Rebecca tentèrent d'abord de soutenir qu'elle ignorait tout des transactions financières et que ces transferts avaient été initiés par James lui-même. Ils cherchèrent ensuite à remettre en question la légitimité des nouveaux rapports toxicologiques, en faisant valoir que les échantillons prélevés lors de l'exhumation pouvaient être contaminés. Or, l'agent légiste expliqua clairement la rigueur des protocoles appliqués et la fiabilité des résultats obtenus. Les jurés écoutèrent ensuite les témoignages de plusieurs médecins, affirmant que James était en bonne santé, ainsi que celui de Robert, qui raconta la découverte des documents frauduleux. Le moment fort se produisit lors de la diffusion d'extraits d'emails où Rebecca parlait de ce projet d'utilisation de substances chimiques. Dans ces messages, elle demandait des conseils pour acquérir un produit discret qui altérerait la fréquence cardiaque, tout en restant indétectable lors d'un simple examen. Malgré les protestations de l'avocat de la défense, le juge autorisa la présentation de ces éléments, estimant qu'ils étaient parfaitement pertinents. La salle d'audience fut parcourue de murmures scandalisés. La froideur de ces messages, l'absence de toute émotion ou hésitation choquèrent les personnes présentes. L'avocate de Rebecca tenta de plaider la théorie d'un complot dont la jeune femme aurait été la victime, évoquant l'éventualité qu'un pirate informatique ait pu usurper son identité. Mais les indices techniques, tels que les connexions IP depuis son propre ordinateur, rendaient cette hypothèse hautement improbable. Au bout de quelques jours de débat, il ne subsistait quasiment plus aucune ambiguïté. Rebecca avait planifié le meurtre de James, falsifié des documents médicaux pour maquiller la cause de son décès et détourner son argent. Le verdict, rendu à la fin d'un procès qui tint la communauté en haleine, fut sans équivoque. Rebecca Collins fut déclarée coupable de meurtre au premier degré et de fraude financière. La sentence s'avéra lourde. Elle fut condamnée à une peine privative de liberté très longue, assortie de pénalités financières visant à restituer une partie des fonds détournés. Une partie de la famille de James, rassemblée dans la salle, accueillit ce verdict dans un profond recueillement, consciente que si la justice avait été rendue, elle ne ferait pas revenir James à la vie. Robert, éprouvé, quitta le tribunal sans prononcer un mot, serrant dans ses bras un membre de la famille venu l'épauler. Les conséquences de cette affaire furent nombreuses pour les personnes impliquées. Le quartier où vivaient James et Rebecca fut marqué par ce drame. Un sentiment d'insécurité se répandit parmi les habitants, qui redoutaient que d'autres crimes puissent en surgir derrière les apparences tranquilles du quotidien. La nouvelle se répercuta dans les médias, où l'on souligna la détermination et la perspicacité de la police locale, ainsi que la solidité des preuves recueillies. Des associations communautaires, spécialisées dans l'aide aux victimes et dans l'accompagnement des familles,
s'engagèrent auprès de Robert et d'autres proches de James pour leur offrir un soutien psychologique. Il fut question, pendant quelque temps, de créer un programme de sensibilisation à la détection de signaux précurseurs de violences domestiques ou de manipulation financière, de manière à éviter que ne se reproduise un tel cauchemar. La vie reprit son cours, certes, mais rien ne serait plus jamais comme avant pour Robert, qui se retrouva un moment sous les feux des projecteurs. Il avait beau déclarer qu'il n'était qu'un frère, soucieux de connaître la vérité, il devint malgré lui une figure symbolique de celui qui, par un simple geste, le tri de quelques cartons au garage, avait mis au jour une affaire d'empoisonnement. Il reçut des témoignages de sympathie, des lettres de personnes touchées par la tragédie et parfois des messages de curieux. Cette médiatisation le bouleversa, lui qui n'avait jamais cherché la moindre publicité. Pour tenter d'avancer, il dut apprendre à faire la paix avec l'idée qu'il n'avait pas pu sauver son frère. Il déménagea, cherchant à commencer une nouvelle vie dans un autre État, où il deviendrait plus difficile de croiser des gens lui rappelant en permanence cette sombre histoire. Quant à Rebecca, enfermée dans un établissement pénitentiaire, elle se mura dans le silence. Au fil des interrogatoires, elle ne montra que très peu de signes de regret. Certains psychologues, qui l'approchèrent pour une expertise, évoquèrent la possibilité d'un trouble de la personnalité, un mélange de narcissisme et d'avidité, doublé d'une capacité à feindre l'empathie. Les services carcéraux signalèrent qu'elle gardait une attitude méprisante envers le personnel, refusant toute responsabilité dans la mort de James. Il se peut qu'elle ait nourri l'illusion que, d'une manière ou d'une autre, elle parviendrait à s'en sortir, ou du moins à réduire sa peine en appel. Mais ses avocats renoncèrent vite à cette hypothèse lorsqu'ils virent l'accumulation des preuves. Rebecca était partie pour passer de longues années derrière les barreaux, et personne dans son entourage ne semblait prêt à la défendre ou à lui rendre visite. Elle s'était aliénée sa propre famille, qui ne parvenait pas à croire qu'elle ait pu aller si loin dans la cruauté. Pendant ce temps, l'affaire servit de leçon et d'avertissement pour la communauté. Les journaux régionaux publièrent des articles de fond sur la façon dont les homicides par empoisonnement sont souvent les plus difficiles à prouver, faute de recherches toxicologiques approfondies, et sur la manière dont certains criminels usent des ressources en ligne pour dissimuler leurs agissements. La municipalité encouragea les citoyens à signaler le moindre comportement inhabituel, notamment dans les couples où l'un des conjoints pourrait être en position de vulnérabilité. On évoqua la nécessité d'une meilleure coordination entre les médecins de ville et les services de santé publique, afin de repérer plus rapidement les prescriptions frauduleuses. On insista également sur la vigilance financière, rappelant qu'on ne devrait jamais sous-estimer l'importance de vérifier l'origine et la destination de transactions douteuses. L'idée de trahison planait sur toute cette affaire. La confiance brisée entre époux, la dissimulation de la vérité à la communauté, la manipulation à des fins personnelles. James, qui passait pour un homme discret et gentil, n'aurait jamais imaginé que sa propre femme tenterait de l'écarter du chemin pour s'emparer de son argent. Nombre de gens se demandèrent quelles discussions avaient pu se dérouler entre ces murs, quels indices imperceptibles James avait peut-être négligés. S'agissait-il de regards fuyants, de changements dans le comportement de Rebecca, de faux prétextes pour lui faire ingérer une nourriture ou une boisson suspecte? L'enquête permit de comprendre que Rebecca, durant des mois, avait administré graduellement le poison, réduisant peu à peu les capacités cardiaques de James. Ce dernier, pensant traverser une simple fatigue passagère ou un état de stress lié à son travail, n'aurait jamais soupçonné qu'on l'empoisonnait sciemment. Il attendait juste un prochain rendez-vous médical réel pour y voir plus clair, sans savoir que chaque jour qui passait l'amenait plus près de sa fin. Au fil des semaines, lorsque l'effervescence médiatique retomba,
ont pu mesurer l'ampleur du choc pour le voisinage. Certains ne pouvaient plus poser les yeux sur la maison du couple sans ressentir un frisson d'horreur à l'idée des faits qui s'y étaient déroulés. L'organisation de veillées commémoratives, initiée par un groupe de soutien aux familles endeuillées, permit un certain apaisement. Des bougies furent déposées sur le trottoir menant à la demeure vide, en mémoire de James, et pour manifester une solidarité avec Robert, qui avait déjà quitté la région. Des personnes qui ne le connaissaient pas vraiment vinrent dire quelques mots, priant pour que de tels drames ne se reproduisent plus. La maison, mise en vente par les autorités, finit par trouver preneur bien plus tard, probablement à un prix inférieur à la valeur initiale, étant donné la sinistre réputation qu'elle portait dorénavant. Sur le plan juridique, la procédure d'appel attendue n'aboutit à aucun allègement de sentence pour Rebecca. Les preuves étaient trop accablantes, et la Cour estima que tout plaidoyer supplémentaire ne changerait pas le fond de l'affaire. Les médias nationaux, friands de récits macabres, relayèrent brièvement ce procès en le qualifiant de crime de la banlieue moderne, soulignant comment la société contemporaine, avec ses possibilités de falsification de documents et ses échappatoires sur Internet, pouvait offrir un terrain fertile aux esprits malveillants. Pourtant, ce n'est pas une technologie de pointe ni l'intervention d'une agence fédérale qui avait résolu l'énigme. C'était un simple frère, venu ranger des fleurs dans un garage, qui était tombé sur la preuve de la machination. Cet épisode posa également la question de la vulnérabilité face aux crimes financiers. Dans le voisinage, une association locale se créa pour informer les gens sur la sécurité numérique et la protection de leurs comptes bancaires. Des ateliers, animés par un spécialiste, expliquèrent les arnaques courantes, les précautions à prendre lorsque l'on constate des transactions inhabituelles. Les habitants prirent alors la mesure de la facilité avec laquelle quelqu'un de déterminé pouvait usurper une identité ou imiter une signature. Ils comprirent aussi que les banques, dans leur routine quotidienne, ne prêtaient parfois pas assez attention à la soudaineté de transfert vers l'étranger. Mais cette sensibilisation n'effaçait pas la tristesse liée à la disparition de James, ni la conscience que la plus grande menace pouvait venir de l'intérieur même d'un couple. Dans le même temps, certaines personnes se demandèrent si James, malgré son tempérament tranquille, n'avait pas cherché à alerter subtilement ses proches de la conduite de Rebecca. Plusieurs messages et conversations passées au crible par les enquêteurs ne révélèrent rien de tel, à part quelques allusions à des disputes au sujet de l'argent. Il était possible que James, ayant confiance en la franchise de sa femme, n'ait pas voulu admettre qu'elle pût le manipuler. Ou, plus simplement, peut-être que Rebecca était une comédienne si habile qu'elle avait su se montrer rassurante, entretenant un climat d'apparente normalité pendant qu'elle préparait son plan mortifère. Les enquêteurs eux-mêmes, tout en se félicitant de la clôture rapide du dossier après la découverte initiale de Robert, demeuraient frappés par le sang-froid dont la veuve avait fait preuve pour dissimuler son crime. Vers la fin du procès, on apprit un détail supplémentaire. L'assurance vie de James. Il en détenait une assez conséquente qui versait une indemnité substantielle en cas de décès et dont le bénéficiaire unique était Rebecca. Même si le fait était attendu, sa confirmation jeta un nouveau voile sinistre sur l'histoire, car il s'avéra que Rebecca en avait fait augmenter le montant peu de temps avant l'empoisonnement. Malgré tout, ce point n'était qu'une pièce parmi tant d'autres dans la mosaïque d'indices qui, tous, pointaient clairement sa responsabilité. Autant dire que l'argument du hasard ne tenait plus. L'augmentation de cette police d'assurance était la conclusion logique d'un plan mûri depuis longtemps. Après la clôture de l'affaire, l'opinion publique garda l'image d'un assassinat d'autant plus cruel qu'il avait été perpétré par une épouse aux allures inoffensives. Durant les derniers instants du procès, on se souvint avoir vu Rebecca,
escortée par des agents, s'avançait à la barre avec cette même attitude distante. Elle n'avait adressé qu'un regard vide au jury, un visage fermé où aucun remords ne perçait. Les proches de James, eux, demeuraient unis dans la douleur, saluant la mémoire du disparu comme celle d'un homme dévoué, qui n'avait jamais compté ses efforts pour soutenir sa compagne, sans imaginer qu'elle le trahirait au point de lui prendre la vie. Après le verdict, Robert considéra un temps la possibilité de s'engager dans une campagne de sensibilisation contre la violence financière et la manipulation au sein des couples. Toutefois, le traumatisme s'avéra trop lourd, et il choisit plutôt de se retirer dans un endroit plus paisible, où il essaierait d'oublier la double peine d'avoir perdu son frère et d'avoir découvert l'horreur. Dans de rares interviews, il confia à demi-mot que si cette caisse dans le garage n'avait pas été retrouvée, Rebecca se serait certainement évaporée avec l'argent, sans être inquiétée par la justice. Il en concluait que le destin, parfois, se joue à un fil. Quelques documents cachés, quelques minutes de curiosité, une remise en ordre de fleurs après un enterrement. Pour la police, cette affaire constitua un exemple marquant de la manière dont un crime sophistiqué peut être démantelé grâce à la conjonction d'indices fortuits et d'un travail d'enquête méthodique. Les détectives impliqués reçurent les félicitations de leurs supérieurs pour leur réactivité et leur persévérance. On souligna aussi l'importance de ne pas se fier aux apparences ou aux versions officielles trop hâtives, surtout dans les cas où la victime semble décédée de cause naturelle. L'autopsie initiale, qui ne trouvait rien d'anormal, n'avait pas ouvert la voie à des investigations plus approfondies. Ce n'est que la vigilance d'un membre de la famille qui avait mis la puce à l'oreille de la police. Les méthodes modernes de toxicologie, les recoupements bancaires, l'analyse des messages électroniques et l'exhumation du corps avaient ensuite fait pencher la balance de la justice. Finalement, le nom de James Collins resta associé à un drame qui illustre jusqu'où peuvent mener la cupidité et l'absence de scrupules. D'aucuns affirmèrent qu'il s'agissait d'un crime sans passion, un pur calcul financier, loin des débordements de colère ou de jalousie que l'on retrouve dans d'autres homicides conjugaux. L'opinion publique fut d'autant plus émue que tout semblait si normal en façade. Pourtant, dans l'ombre, la soif d'argent avait supplanté l'amour, et les sentiments n'étaient plus qu'une façade commode pour justifier un deuil. Les gens du quartier continuèrent longtemps à échanger des hypothèses sur ce qui aurait pu être évité, sur la vie de James, sur la manière dont on reconnaît, ou non, un prédateur, quand il est aussi proche qu'un conjoint. Je dois avouer que cette histoire me bouleverse profondément. Comme femme, je ne peux qu'imaginer la trahison ultime que James a subie de la part de celle en qui il avait mis toute sa confiance et toute son affection, sans jamais soupçonner que sa propre épouse préparait sa perte. J'espère que ce récit aidera chacune et chacun à prendre conscience de l'importance d'être attentif aux détails qui peuvent parfois sauver une vie. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. C'est un sujet douloureux dont il est parfois difficile de parler. Je vous remercie du temps que vous avez accordé à ce récit. Et si le cœur vous en dit, je vous propose d'explorer mes autres vidéos. Vous y trouverez d'autres enquêtes, d'autres témoignages, d'autres dossiers sur des faits divers tout aussi troublants. N'hésitez pas à poursuivre votre exploration et prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. À très vite pour un nouveau contenu.